Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, le magazine international et interactif du Figaro. C'est le dernier épisode avant l'été et nous avons intitulé cette émission « Être opposant politique en Russie, en Chine et en Turquie ». Nous allons vous faire voir comment les régimes essayent de museler l'opposition, essayent de réduire au silence la contestation, bref, les opposants politiques. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Cécile Coudriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente d'Amnesty International France. Delphine Minouy, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Istanbul et vous êtes de retour à Paris pour quelques jours car vous étiez membre du jury pour le prix Albert Londres, l'équivalent des Oscars du journalisme. Pierre Avril, notre correspondant à Moscou, qui est exceptionnellement en France également pour quelques jours. Et puis Cyril Pluyette, notre correspondant en Chine, qui lui est effectivement à Pékin. Bonjour messieurs. Bonjour. Cécile Coudriot, avant de mettre un coup de projecteur sur ces trois pays que nous avons choisis, peut-être parler de ce rapport que vous venez de publier à Amnesty International, où vous parlez des défenseurs des droits humains qui sont menacés. Donc peut-être voilà, comment la situation au niveau mondial a évolué depuis quelques mois, quelques années. Il s'agit en fait du lancement d'une campagne mondiale qui s'appelle Défendons-les, Brave en anglais, pour en fait mettre un coup de projecteur sur une tendance mondiale qui consiste à réprimer de plus en plus violemment ce que nous appelons les défenseurs des droits humains. Et parmi eux, bien évidemment, il y a des opposants politiques, mais pas uniquement. Donc c'est dans le monde entier qu'on observe cette tendance à en fait rétrécir progressivement la liberté d'expression, l'espace de liberté pour les opposants politiques, mais plus généralement pour la société civile. Et donc, il s'agit bien sûr d'augmenter une mobilisation, puisqu'en face, on se rend bien compte qu'il y a une tendance générale à jeter le discrédit sur ces opposants et sur les défenseurs des droits humains, et même à délégitimer le combat que nous pouvons mener avec Amnesty International et d'autres ONG de défense des droits humains. Donc, il est particulièrement important de redoubler d'efforts en ce moment pour justement contrer cette tendance générale. Et on en parlera d'ailleurs pendant l'émission. Votre travail sur place est également de plus en plus compliqué, notamment en Russie, en Turquie et en Chine. On va commencer avec un tour de table des différentes figures de l'opposition que l'on peut trouver en Russie, en Turquie et en Chine. Commençons peut-être avec vous, Pierre Avril, et puis on vous montrera aussi les photos de ces figures d'opposition russes. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur ces figures? On peut commencer par exemple avec Alexeï Navalny. Alexeï Navalny, c'est la figure la plus emblématique de l'opposition actuellement. Il purge une peine actuellement de 3 semaines de prison après avoir organisé une manifestation illégale dans le centre de Moscou il y a 3 semaines. Il est le seul à incarner vraiment l'opposition, les autres étant soit exilés, soit en prison, soit, disons, mis au silence. On a aussi parlé, bien entendu, de Boris Nemtsov, qui était un grand leader d'opposition, mais qui est décédé en 2015. Boris Nemtsov a été assassiné en février 2015. Il se trouve qu'actuellement, son procès se tient et on attend un verdict justement sur les soi-disant coupables, en tout cas présumés coupables, de l'assassinat de Boris Nemtsov. Après lui, il reste Garry Kasparov, qui est, lui, un opposant également politique et qui est actuellement exilé aux États-Unis, enfin qui a préféré en tout cas quitter le pays, un ancien champion du monde d'échecs, figure également emblématique, mais qui est dans le poids actuellement dans la société civile en Russie du fait qu'il n'est plus présent dans le pays et pratiquement réduit à néant. Delphine, en Turquie, Erdogan parle systématiquement de Fethullah Gülen comme l'ennemi public numéro 1 et son opposant principal, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est l'opposant politique premier en Turquie? C'est le nom qui revient bien évidemment depuis la tentative de coup d'État raté du 15 juillet de l'année dernière. Le nom est sur toutes les bouches, il est évoqué dans la presse gouvernementale, régulièrement évoqué par le président de la République, mais c'est devenu, je dirais, presque une sorte de prétexte pour traquer tous les opposants politiques, toutes les voix critiques contre Erdogan. Il faut savoir que depuis donc ce putsch raté, plus de 100 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi.
droit. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes qui sont sous les verrous. Et il y a d'autres figures de l'opposition. On pense à Selahattin Demirtas, le leader d'un parti d'opposition laïque pro-kurde, le HDP. Eh bien, Selahattin Demirtas se trouve actuellement derrière les barreaux. L'autre leader important, c'est celui du CHP, la mouvance kémaliste. Ce leader, d'ailleurs, est à l'origine d'une grande marche qui a été lancée il y a quelques jours d'Ankara à Istanbul, une grande marche pour la justice, mais il y a eu déjà des mots très très forts de la part du président Erdogan qui le menace, et cet homme n'est pas à l'abri d'une poursuite judiciaire. On poursuit encore le tour de table. Cyril, vous me disiez en préparant cette émission que la notion de figure d'opposition est un peu particulière en Chine, puisque c'est un pays où il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste. Voilà, la Chine, c'est le parti du Parti communiste qui compte 88 millions de membres tout de même. Il y a en théorie quelques petits partis, mais qui ont juste un rôle consultatif et qui sont en réalité absorbés par le Parti communiste. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition politique à proprement parler, je veux dire, qui ferait partie de partis. Mais en revanche, il y a toutes sortes de figures qui contestent l'autorité du Parti communiste. Et tous ces gens qui se mettent en travers du parti sont considérés comme des dissidents qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Alors, il y a bien sûr les militants de 1989, du mouvement de Tiananmen. Il y a ensuite tous les militants des droits de l'homme. Il y a les avocats qui défendent les militants des droits de l'homme. Il y a quelques figures religieuses, quelques journalistes. On peut citer comme exemple, et on est dans l'actualité, une triste actualité, l'intellectuel dissident enseignant Liu Xiaobo qui vient d'être libéré sous caution pour raison de santé parce qu'il a un cancer en stade terminal. Et lui, il illustre tout ça. C'est quelqu'un qui a participé, qui a rejoint les étudiants pour le mouvement de 1989, qui a été emprisonné 1 an et demi juste après, qui ensuite a été dans les camps de travail pendant 3 ans, et puis qui là, en 2009, a été condamné à 11 ans de prison pour avoir rédigé une charte demandant plus de démocratisation dans le système politique. Merci beaucoup Cyril. Continuez à poser vos questions sur le chat. On y répond dans une poignée de secondes. Cécile, j'imagine que voir tous ces opposants politiques dans ces 3 pays, voilà, ce sont des situations que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous êtes en contact éventuellement avec des opposants politiques de ces pays? Alors, nous menons des recherches de terrain dans tous les pays où c'est possible. En l'occurrence, en Chine, ça ne l'est pas. Mais nous avons une section en Turquie. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler que cette purge dont parlait ma voisine à l'instant va jusqu'au président d'Amnesty Turquie, toujours pour les mêmes prétextes. Et c'est l'occasion pour moi, effectivement, de dire que la lutte antiterroriste devient un prétexte systématique pour, en fait, réprimer toute opposition. Car pour qu'une opposition puisse émerger, il faut bien sûr la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de rassemblement. Et on voit bien que les ONG, les opposants, les défenseurs des droits humains sont traqués, persécutés dans ces pays. Et c'est pourquoi l'action d'Amnesty International consiste à créer une solidarité internationale, une mobilisation dans tous les pays du monde, après avoir fait des rapports sur le terrain, encore une fois quand c'est possible, sinon ce sont des témoins. Et c'est depuis Hong Kong, par exemple, qu'on peut aussi entrer en contact, évidemment. Mais en Russie et en Turquie, nous sommes présents. Nous documentons ces violations, particulièrement de ces droits dont j'ai parlé, pour qu'une opposition puisse émerger. Et c'est très important que de l'extérieur, lorsque la société civile est totalement étouffée, on puisse faire pression, soutenir d'une part la société civile bien sûr, mais aussi faire pression sur les autorités depuis l'extérieur en rappelant le droit international, en rappelant que ces États ont signé des traités, des pactes internationaux, et c'est notre rôle avec le plaidoyer de les ramener à ces obligations. On va s'intéresser maintenant, c'est le cœur de cette émission, à tous les moyens qui sont utilisés par ces régimes pour justement menacer, intimider, emprisonner et voire pire, bien entendu. Commençons avec vous, Delphine, avec la Turquie. Il y a des répressions très visibles, comme celle que l'on peut voir à Washington il y a encore quelques semaines, où des militants pro-kurdes ont été, voilà, comme vous pouvez le voir, tabassés par des membres de la garde rapprochée d'Erdogan, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, mais ça, c'est que la partie visible peut-être de l'iceberg. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ces moyens utilisés par le régime d'Erdogan? Déjà, on peut dire que cet incident, c'est un incident malheureusement familier aujourd'hui pour les Turcs. Je me souviens de ces rassemblements qui ont eu lieu pendant la campagne autour du référendum pour la réforme de la Constitution qui consistait à renforcer encore plus les pouvoirs du président Erdogan. Eh bien, de nombreux militants pour le non ont été pris à partie physiquement
gravement, certains ont été blessés, se sont retrouvés à l'hôpital. Donc il est de plus en plus difficile en effet d'être opposant aujourd'hui ou même critique, je dirais, dans la Turquie d'aujourd'hui. Et puis il y a plein d'autres formes de pression. On parlait des arrestations tout à l'heure. Il y a aussi des intimidations téléphoniques, des intimidations via les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle, je dirais, caste de personnalités qui mettent la pression, qui s'appelle les fameux Ak Trolls. Ak, c'est en référence au parti, le parti AKP d'Erdogan. Et ces gens-là ont pour mission de traquer les voix critiques sur l'Internet, de les attaquer en permanence verbalement, publiquement ou sinon, je dirais, par message privé. Donc il y a mille et une formes de pression qui existent. Il y a des formes de pression aussi, je dirais, juridiques, avec tout simplement, pour beaucoup d'opposants, il faut le rappeler, l'annulation de leur passeport et l'interdiction de sortir du territoire, sans compter aussi ces espèces de procès, je dirais, mascarades. Oui, voilà. Vous en avez écrit d'ailleurs un article très récemment où il y a de tout jeunes magistrats qui viennent d'être nommés parce que des dizaines de milliers ont été virés et qui, du coup, sont tentés de faire par excès de zèle des condamnations très lourdes envers les anti-Erdogan, c'est ça? Exactement. 4000 juges se sont retrouvés sur la touche, ont été remplacés au pied levé par de jeunes étudiants qui en étaient encore au niveau du stage. Et tout d'un coup, ils se retrouvent magistrats à trancher sur des procès avec des crimes soi-disant très importants, puisque ces gens sont rapidement accusés de propagande terroriste, voire de terrorisme. Donc ça peut valoir la prison à vie. Et ce sont ces gens-là qui tranchent et qui condamnent des écrivains, des étudiants, des personnalités de la société civile qui, du jour au lendemain, se retrouvent sous les verrous pour avoir seulement exprimé une simple critique. Il faut savoir aussi que c'est allé jusqu'à la torture. Amnesty International a mené des recherches de terrain en rencontrant des avocats, des juges, des personnels de prison. Et il s'est avéré que des personnes avaient été non seulement arrêtées, mais détenues de manière secrète et torturées. Donc nous avons sorti un rapport qui n'a pas plu du tout aux autorités, bien évidemment, mais c'est justement important de faire la lumière sur ce genre d'exactions. Ça commence par de la pression sur le terrain, mais ça se poursuit aussi dans l'ombre avec une torture systématique. Et il y a également, comme vous le disiez, une répression sur Internet qui d'ailleurs traverse ces trois pays. C'est intéressant de voir ces points communs entre les trois pays pour une forme de cyber-armée qui traque effectivement les opposants et les défenseurs des droits. On a une question d'internaute. Je ne sais pas ce que vous pouvez lui répondre à Moukaïd-san qui nous demande est-ce que défendre le PKK recèle de la liberté d'expression? La liberté d'expression, effectivement, doit être protégée. Nous ne sommes pas du tout en faveur, évidemment, d'actes terroristes et nous ne prenons pas position sur le fait que le PKK le soit ou pas. Mais en revanche, ce que nous cherchons à défendre partout dans le monde, c'est l'idée que toute opposition, a priori, doit pouvoir être exprimée. Donc, une situation qu'en Chine, il n'y a qu'un seul parti, ou en Russie, où dès qu'il y a une élection, on cherche à faire taire les opposants, ou en Turquie, où toute opposition est assimilée à du terrorisme, là, évidemment, ça n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer et se mobiliser contre. On tente de joindre Pierre Avril qui nous a offert quelques petits problèmes de connexion, mais c'est une affaire de secondes. On va essayer maintenant de l'avoir par téléphone. Mais on va partir du coup à Cyril à Pékin, rejoindre Cyril. Je voulais vous faire réagir, Cyril, à un reportage de CBS que l'on a vu en 2015, simplement pour vous illustrer les conséquences dramatiques que peut avoir un simple message, un simple retweet. Par exemple, regardez. Zhang Aija, a former school counselor, showed us the message she reposted on social media, which cost her her job, even her home. The post was an apparent jab at China's President Xi Jinping. Police showed up at her school to question her, and days later she was fired and forced to leave her school housing. Cyril, quelle autre forme de menace comme ça et d'intimidation on peut trouver en Chine? Alors, évidemment, je me retrouve assez dans ce qui est dit sur la Turquie. Il y a vraiment un contrôle absolu de ce qui se passe sur Internet. On mobilise en effet des armées d'internautes qui viennent pilonner des sites qui expriment des voix critiques. Et puis tout simplement, les voix critiques, on les efface. C'est-à-dire que les autorités ferment les sites qui dérangent, tout simplement, ou effacent les messages qui dérangent. Récemment, un think tank libéral a vu son site fermé. Bon, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est vraiment l'intimidation permanente des dissidents, mais pas forcément des grands dissidents, de tous ceux qui expriment des voix contraires et de leur entourage. Il s'est passé quelque chose d'assez grave à l'été 2015. Plus de 200 militants des droits de l'homme et avocats ont été interpellés par les autorités. Parmi eux,
une vingtaine ou une douzaine ont été interrogés au secret. Le secret peut durer jusqu'à 6 mois. C'est en l'absence d'avocat. C'est évidemment des endroits privilégiés, où il est plus simple de pratiquer la torture, et une dizaine de ces personnes ont relaté des faits de torture. Ensuite, ils sont détenus jusqu'à leur procès. Il leur est extrêmement difficile d'avoir des avocats, de les contacter, et souvent lors du procès, ils ne peuvent pas travailler avec l'avocat qu'ils ont choisi. Oui, et vous me disiez, Cyril, que c'est devenu monnaie courante, hein, ces lieux secrets où le militant, le dissident est emmené et on le conserve parfois des semaines, des mois, avant même qu'il y ait eu son procès. Oui, c'est cela. La durée maximum est de 6 mois. C'est une nouvelle disposition légale. La Chine a passé récemment toutes sortes de dispositions légales pour protéger son intérêt, sa sécurité nationale, et détenir des personnes dans des lieux secrets fait partie de cet arsenal. Cécile, j'ai une question pour vous de Simon Trépanier qui nous dit « Connaissez-vous des plateformes, outils technologiques pour aider les citoyens du monde à contribuer à ces mouvements ?» En fait, ça fait partie du travail d'Amnesty International aujourd'hui que de chercher à développer des outils. Vous êtes un aficionado alors. Donc il y a notamment des outils technologiques que nous-mêmes mettons à disposition de défenseurs des droits humains qui sont, comme je le disais, de plus en plus persécutés et en danger. Il y a quelque chose qui s'appelle par exemple le Panic Button, qui est une sorte d'application smartphone pour pouvoir indiquer qu'ils sont sur le point d'être enlevés ou justement en très mauvaise posture, comme on disait tout à l'heure. Et puis nous faisons aussi en sorte de mettre à disposition des outils pour empêcher cette surveillance qui devient systématique, encore une fois, dans les 3 pays. C'est particulièrement frappant que les outils technologiques sont vraiment à double tranchant. Et ça peut servir aussi bien l'État que les opposants eux-mêmes. Donc il s'agit de faire en sorte qu'ils soient prévenus, ça s'appelle Detect, ce programme, lorsqu'ils sont justement sous surveillance, car non seulement il y a une censure en Chine par exemple, mais aussi en Russie, des dizaines de milliers de sites sont interdits, des mots-clés empêchent l'accès à un site. Amnesty International est un de ces mots-clés d'ailleurs, Tiananmen bien évidemment, mais lorsque certaines personnes passent outre, Liu Xiaobo est un exemple emblématique, mais je voudrais parler aussi de Shi Tao, qui était un journaliste, poète, opposant si on peut dire, mais totalement pacifique, qui avait voulu évoquer Tiananmen. Eh bien c'est grâce à, avec gros guillemets, en fait, à cause de Yahoo, qui s'est retrouvé sous les barreaux, parce qu'en fait, l'entreprise considère qu'implantée en Chine, elle doit observer la législation du pays, et donc elle a en fait donné les moyens à l'État de retracer ce chemin pour arriver finalement à Shi Tao. Donc là, bien sûr, nous nous insurgeons, mais nous faisons aussi des mobilisations. Il ne s'agit pas que de s'indigner, mais aussi d'agir pour montrer que c'est absolument interdit par le droit international que de faire une surveillance de masse de tous les citoyens. Et donc il faut absolument rappeler à chaque fois que ces nouvelles lois en Chine, mais aussi en Russie, pour surveiller l'Internet, sont en fait illégales au regard du droit international. Et justement, ce qu'on disait aussi en début d'émission, c'est que votre travail sur place est de plus en plus compliqué. Vous le dites, votre site est par exemple interdit. Et en Russie, c'est le cas aussi. Puisque depuis 2012, par exemple, toutes les ONG étrangères, qui sont, les ONG financées par des pays étrangers, sont considérées justement comme des agents de l'étranger. Alors qu'est-ce que ça change pour vous et comment vous essayez de contourner ça ? Ça fait vraiment partie de la tendance mondiale dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'on cherche à jeter le discrédit sur non seulement les défenseurs des droits humains, mais sur le combat lui-même, y compris quand il est porté par des ONG, en mettant en avant le fait que ça ne serait pas des valeurs universelles, que ça serait justement à l'encontre de la nation, ou des valeurs traditionnelles également en Russie ou en Turquie d'ailleurs. Donc c'est absolument inquiétant comme tendance, parce qu'on s'aperçoit que même des figures importantes, comme un président d'une section d'Amnesty, mais aussi des grands journalistes ou des grands opposants comme en Turquie, ne sont absolument pas à l'abri de ce genre de répercussions. Donc la mobilisation consiste justement à faire en sorte que depuis l'extérieur, tous ces pays qui sont concernés par les droits humains apportent un soutien à des défenseurs qui ont un courage incroyable dans leur propre pays où c'est presque impossible, pour qu'on puisse en fait faire la balance. Et heureusement, ça marche bien souvent. On a quand même aussi des personnes qui sortent de prison grâce à cela. Donc le travail devient plus difficile. Mais d'un autre côté, on a aussi des moyens de mobilisation avec les réseaux sociaux, avec la crédibilité justement de notre association, avec les rapports de recherche, etc., de pouvoir contrebalancer tout de même cette tendance générale. Il y a un autre impact de toutes ces mesures aussi, c'est les effets sur la société justement. Et ce que vous me disiez, Delphine, en préparant cette émission, c'est que
Du coup, il y a un esprit un peu de délation sans arrêt dans la société turque qui est encouragé par l'État. Oui, c'est frappant parce que ça fait partie de la rhétorique du système qui est répercutée dans la presse, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 journalistes qui sont sous les verrous, que beaucoup de journaux d'opposition ont été fermés. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est la presse pro-régime, pro-gouvernementale, qui relaie régulièrement ces appels à la délation. Et du coup, on se retrouve dans des situations vraiment terribles pour des citoyens lambda. Je me souviens de l'histoire de cette femme que j'avais suivie, qui tenait une sorte de kiosque à journaux. Elle vendait des livres dans un des 2 aéroports d'Istanbul, l'aéroport Sabiha Gökçen. Et tout d'un coup, elle voit débarquer des policiers dans son petit kiosque. Ils l'emmènent directement au commissariat et on l'accuse d'insulter le président Erdogan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un voyageur, un passager, avait trouvé parmi tous les livres qu'elle vendait un ouvrage de caricature d'un caricaturiste brésilien qui faisait une série de caricatures et entre autres il y avait en effet un dessin assez critique du président Erdogan. Et on la tenait pour responsable. On la tenait pour responsable. Et alors il faut savoir qu'aujourd'hui le crime d'insulte au président est devenu un crime très très banalisé, ne serait-ce que pour la ville d'Istanbul. Il y a à peu près 3000 poursuites judiciaires à l'heure actuelle concernant donc les questions d'insultes au président. Récemment, je parlais également avec un avocat qui me disait qu'il était débordé et entre autres, la moitié de ses dossiers, ce sont ce genre de situations. Un de ses clients, par exemple, est chauffeur de bus. Il a été dénoncé par un des passagers et donc il s'est retrouvé au poste. Et là, les policiers n'avaient pas vraiment grand-chose à redire et aucune preuve. Et c'est là, en effet, on en revient aux réseaux sociaux qui sont allés fouiller son compte Twitter, son compte Facebook, et qu'ils ont découvert une pseudo-critique, mais vraiment, vraiment tirée par les cheveux, contre le président Erdogan. Et c'est ça qui leur a permis de créer un dossier et d'entamer une poursuite judiciaire contre ce pauvre chauffeur de bus qui risque son métier aussi. Oui. Bon, partons maintenant en Chine. Cyril, on a voulu, pour la Chine, mettre un coup de projecteur sur ces fameux procès, on va dire, où ensuite les dissidents chinois, après plusieurs semaines, plusieurs mois dans ces fameux endroits tenus secrets, passent aux aveux devant les caméras. Et regardez ce que ça peut donner. C'était sur un documentaire à Arte qui est daté du 15 août 2016, où on voit voilà, un dissident chinois s'apprêtant à donner ses confidences devant les caméras. On va l'écouter. Le procès d'aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Les erreurs que j'ai faites, les crimes que j'ai commis et mes actions passées ont porté préjudice au parti et au gouvernement. Voilà Cyril pour ce bref extrait, mais ça témoigne quand même des pressions énormes qui sont exercées sur les activistes et les militants en Chine. Oui, c'est malheureusement courant ce genre de mise en scène. Ce sont des personnes qui, soit parce qu'elles ont été torturées, soit parce qu'on négocie avec elles des libérations sous condition, ou bien parce qu'on met la pression sur leur famille, qui passent aux aveux publiquement. Récemment, l'avocat Xie Yang, qui avait justement dénoncé le fait qu'il avait été torturé en détention, qui avait longuement décrit à son avocat le sort qui lui avait été réservé, est passé aux aveux, a dit qu'il n'avait pas été torturé et qu'il s'était fait laver le cerveau par l'Occident et qu'il en gros complotait pour renverser l'État. Il avait tout de même pris soin de préciser au moment où il décrivait ses tortures que si jamais il se rétractait, ça voulait dire qu'il aurait fait l'objet de pression. Ce sont quand même des procès qui nous font penser au procès stalinien de l'époque de l'URSS. C'est ce que, en tout cas, Pierre nous disait en préparant cette émission, qu'on essaie encore de joindre par téléphone pour tout vous dire. Mais voilà, ce sont des méthodes inspirées peut-être par d'autres pays ici. Oui, tout à fait. Oui, ça, c'est à moi que vous posez la question, Renaud ? Oui, oui, oui. Oui, je ne sais pas si c'est inspiré par d'autres pays. Le Parti communiste refuse la moindre brèche, en fait, qui tendrait à ce qu'il y ait une libéralisation et qui mettrait en danger son pouvoir. Cécile, vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a vraiment cette tendance générale à faire en sorte que la personne qui défend les droits humains soit elle-même
soupçonné, donc on peut employer différents motifs, ça peut être la corruption, notamment en Russie, c'est un peu la mode, si j'ose dire, pour discréditer les opposants. Ça peut être parce que la personne est contraire aux valeurs traditionnelles et complètement, son cerveau est lavé par l'Occident, comme on disait. Donc là, on le voit aussi bien en Turquie qu'en Russie, c'est-à-dire que la posture du leader consiste à dire, moi je suis un homme fort, je suis garant de la nation, non seulement de sa sécurité, encore une fois dans la lutte antiterroriste, mais aussi de son unité par rapport à la question kurde en Turquie, mais aussi la question ouïghour en Chine. On pourrait aussi mentionner d'ailleurs le cas de Ilham Tohti, qui était aussi un universitaire totalement pacifique, comme Liu Xiaobo, et qui a été en fait accusé des pires maux et en fait condamné à perpétuité, alors qu'il ne cherchait qu'à défendre sa communauté contre des discriminations qui sont clairement tout le temps le cas à l'encontre des Ouïghours. Donc on voit bien qu'à chaque fois, la personne qui est leader d'un de ces trois pays se pose comme protecteur, comme garant des valeurs traditionnelles et du coup réussit à obtenir une certaine forme de popularité. C'est important de ne pas le nier. Pour être plus efficace dans notre plaidoyer et notre mobilisation, on sait qu'on doit aussi déconstruire cet a priori selon lequel les droits humains ne sont plus universels, qu'ils seraient importés d'Occident. Au contraire, nous, on ramène toujours cette idée que ces valeurs fondamentales sont valables pour tous, justement, et qu'il faut lutter contre cette tendance qui consiste à dire « ça n'est pas pour nous, en Chine, on ne connaît pas les droits de l'homme, ça n'est pas pour nous ». Et à l'inverse, tous ces régimes prennent leur inspiration des autres pour ensuite trouver des méthodes pour intimider les militants. On est avec Pierre par téléphone qui va nous parler d'une caractéristique peut-être russe qui considère les milices pro-Poutine qui ensuite vont dans des manifestations, comme vous le voyez sur cet article écrit par Pierre il y a quelques jours, qui vont tabasser des manifestants anti-Kremlin, qui vont ensuite asperger de couleur les visages des opposants pour qu'ensuite ils soient dévisagés. Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces milices pro-Poutine ? En fait, ce sont des mouvements. Il faut dire que jusqu'à grosso modo 2012-2013, l'année des grandes manifestations contre Vladimir Poutine, le Kremlin s'était doté de grands mouvements de jeunesse du style les Nachis, les nôtres, la jeune garde. C'était des mouvements populaires, massifs. Depuis, ces mouvements ont disparu et ils ont fait progressivement la place à des petites, on pourrait dire milices, des organisations dont le degré d'autonomie vis-à-vis du Kremlin ou le degré de dépendance est très variable. Ce sont des milices pas forcément violentes, mais en tout cas dont l'objectif est décrédibiliser, discréditer et perturber n'importe quelle manifestation organisée par l'opposition. Ce sont par exemple des gens qui vont se rendre sur le pont où a été assassiné Boris Nemtsov, là où un mausolée a été improvisé par l'opposition. Donc souvent ils viennent sur le pont, ils jettent les fleurs du mémorial, donc ce qui provoque des manifestations. L'autre jour, il y a eu un mouvement qui s'appelle Anti-Maïdan, qui est destiné à empêcher que le mouvement révolutionnaire ukrainien ne puisse s'exporter en Russie. Ce mouvement a perturbé très récemment une conférence de presse qui était organisée par l'association Mémorial et qui était consacrée à la torture dans les prisons. Et justement, ce que vous me disiez, c'est que ces milices ne sont jamais inquiétées par la police. Elles sont pas inquiétées par la police. La preuve étant que lors de la dernière manifestation organisée par Alexei Navalny le 12 juin, il se trouve, ça a été très drôle, que la police ayant ratissé très large lors des manifestations, il y a eu dans le même fourgon de police un opposant très connu, Ilian Yashin, et dans le même fourgon à côté de lui, le représentant du mouvement serbe, donc qui lutte contre l'exportation des révolutions oranges et des révolutions Maïdan en Russie. Ilian Yashin, évidemment, lorsqu'il est arrivé au poste, ensuite a été inculpé et a passé 2-3 jours en prison. Le chef du mouvement, qui sans doute n'avait pas été reconnu, identifié lorsqu'il a été rappelé par la police, lui, après vérification, a été aussitôt relâché. On va essayer maintenant de voir depuis quand toutes ces mesures sont prises, s'aggravent, on va dire. Commençons peut-être avec la Turquie, Delphine. C'est l'exemple le plus facile peut-être, puisque cette accélération vient depuis le 15 juillet dernier et le coup d'État manqué contre Erdogan.
Oui, une accélération vraiment galopante, je dirais, avec donc ces chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, des milliers de personnes derrière les barreaux. Donc 100 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi, plus de 40 000 personnes aujourd'hui en prison, sans compter toutes ces formes de pression parallèles. Alors c'est vrai que c'est le moment marquant. Ce coup d'État raté du 15 juillet dernier, mais il faut rappeler que la répression ne date pas non plus de cette période. Pour moi, l'année charnière, c'est 2013. 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord cette première grande vague de manifestations, de contestations contre le président Erdogan. Et pour la première fois, il a même vu face à lui des intellectuels, même laïcs, qu'il avait soutenus jusque-là, qui s'opposaient à sa gouvernance. Il y a eu également ce grand scandale de corruption qui a impliqué l'entourage proche du président. Et donc ces deux événements ont fait qu'il a vraiment... Enfin, c'est là où il a changé. C'est là où on a vraiment assisté à une accélération de la course vers un système autoritaire. Lui a permis peut-être ensuite d'avoir tout cet arsenal de lois. Disons que quelque part, le coup d'État lui a permis de concrétiser, de justifier cette vaste purge qui, de toute façon, tout le monde nous le dit, était prévue sur le court et moyen terme. Et d'après moi, un événement peut-être qu'on a oublié, enfin, ayant suivi aussi les printemps arabes, c'est quelque chose qui me marque, c'est que souvenez-vous, 2013, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Son allié dans la région, Erdogan avait beaucoup soutenu les mouvements du printemps arabe. Donc, un de ses grands alliés, Mohamed Morsi, président issu des Frères musulmans, élu au suffrage universel direct, se fait renverser par l'armée et se retrouve du jour au lendemain derrière les barreaux, condamné à vie. Et je pense que ça, c'est la hantise aujourd'hui du président Erdogan, c'est de se retrouver un jour dans la même situation que le président Mohamed Morsi. C'est vrai que le point commun, en effet, c'est la peur de perdre le pouvoir. On voit bien dans le cas de la Russie, c'est à chaque élection. C'était le cas déjà en 2012, il y avait eu une répression massive des manifestations. Là, en ce moment, avec Navalny, ça recommence. Pour la Turquie, ça avait commencé effectivement plus tôt, notamment la fermeture de Twitter. Dès lors que certaines personnes commençaient à vouloir dénoncer la corruption, évidemment, c'était très simple pour le leader du pays que de couper le robinet à l'information. C'est pourquoi c'est tellement important de pouvoir avoir des recherches et des rapports qui font date et qui sont... qui font autorité, puisque sinon, toute cette pratique qui consiste à justifier des lois liberticides qui s'empilent comme un arsenal juridique, ça ne pourrait que marcher, malheureusement. Donc au contraire, lorsqu'on peut, au fur et à mesure, éclairer non seulement la population de ce pays-là, mais d'autres citoyens dans le monde pour qu'ils voient la réalité de la situation, ça peut aussi conduire à davantage de mobilisation et donc de résultats. On a Olivier sur Twitter qui nous demande quel est votre avis sur l'opposition en France, si l'on compare avec ces pays, sachant que nous sommes dans un pays en état d'urgence aussi. Nous dénonçons également les dérives de l'état d'urgence en France et son inscription dans la loi prochaine si ce projet de loi passe. Donc il est évident que les mêmes causes produisent les mêmes effets et nous luttons aussi en France contre cette dérive qui consiste à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme, aussi justifiée soit-elle, devienne un prétexte à rogner bien trop des libertés fondamentales que l'on ne retrouve pas facilement après. Et on voit bien, comme vient de le dire Delphine, à quel point la pente peut être très glissante. Donc sans faire de comparaison facile, on sait aussi qu'on doit rester vigilant partout dans le monde parce que les droits humains, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et Cyril, en Chine, vous me disiez que Xi Jinping aussi avait ses peurs et que ces peurs se dirigeaient plutôt vers l'URSS où il n'avait pas envie que le régime finisse comme l'ancienne République soviétique. Oui, c'est exactement ça. Le pouvoir, et Xi Jinping en particulier, est obsédé par l'exemple de Gorbatchev et de la perestroïka. Il considère qu'à partir du moment où ces idées libérales venues de l'Occident, la démocratisation, ont pénétré en Russie, ça a été le début de la fin, qui a conduit à l'explosion de l'URSS. Et il ne veut surtout pas que ça arrive en Chine. Peu après son arrivée au pouvoir, les cadres du parti étaient obligés de visionner en boucle des vidéos expliquant les raisons de la chute de Gorbatchev. Et donc, il est arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas laisser la moindre brèche et qu'il fallait à tout prix combattre l'arrivée des idées libérales en Chine et défendre un nationalisme chinois, défendre la nouvelle vigueur du Parti communiste chinois vers un peuple qui se dirige vers le rêve chinois. Et il a passé... Pardon. Allez-y.
Oui, et comme je disais tout à l'heure, il a passé tout un arsenal juridique, il a passé une loi sur la cybersécurité qui permet de mieux traquer les opposants et toute voix contraire sur Internet, une loi sur la sécurité nationale et également une loi sur les ONG. Merci beaucoup Cyril, merci Cécile Coudriou, merci Delphine Minoui Merci. et merci à Pierre que nous avons eu par intermittence. Ce sont les aléas du direct et des connexions aléatoires de Skype. Merci à vous, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro d'interaction, mais avant cela, nous recevons notre invité du jour, notre correspondant étranger en poste à Paris, Nicolas Vinocure. Jingle. Bonjour Nicolas Vinocure. Bonjour. Vous êtes correspondant en France pour Politico. C'est un média, si mes fiches sont bonnes, créé en 2007 par des anciens du Washington Post. Absolument. Et qui a eu sa déclinaison ensuite européenne il y a à peu près 2 ans. Oui, tout à fait. Et on va voir le dernier article, peut-être l'avant-dernier que vous avez écrit il y a quelques jours. C'était justement sur Emmanuel Macron, bien sûr, qui va occuper beaucoup de questions de notre interview. Voilà, ce que Macron veut et comment juger de son succès. Du coup, c'est ma première question. Que veut-il selon vous? Et est-ce que vous jugez que ces premiers pas sont un succès? Je pense que ce qu'il voulait dans un premier temps, c'était installer une nouvelle forme de présidence, vraiment couper avec l'ère de François Hollande. Et en ce sens-là, on peut que constater que c'est réussi. La couverture dont il a bénéficié a été à peu près dithyrambique, que ce soit en France ou à l'étranger. Et maintenant, on passe sur la phase beaucoup plus difficile de réformer le pays, qui n'est pas facile à réformer, et c'est pour ça qu'on a fait cet article, pour dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment? On connaît l'image, le travail sur la communication, mais on est moins rentré dans le dur, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Certains considèrent qu'il se construit en opposition à Hollande, et que du coup, il commence à faire du Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors le sarkozysme, de ce dont je me rappelle, se caractérisait par beaucoup de déplacements, beaucoup de gesticulations, et un président qui soit joué au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre. Donc c'est pas trop du Macron. Là où on peut voir un petit peu des formes, des rappels de Sarkozy, c'est dans les prises de position, la capacité à saisir un instant une opportunité médiatique et d'en faire le maximum. C'est ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est ce qui s'est aussi passé dans ce moment de tension avec les pays de l'Est de l'Europe, où on voit à chaque fois le président mettre la France en avant et faire des titres de journaux et en quelque sorte occuper le haut de la page ce jour-là. Est-ce que vous pourriez faire un mix de personnalités dont Emmanuel Macron s'inspire? Est-ce que selon vous, il a un petit peu d'Obama? Est-ce qu'il a un peu de Matteo Renzi? Est-ce qu'il a... Voilà. D'après vous, quelles ont été ces inspirations? Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité si on se dit que Macron s'inspire de Obama et d'une manière presque explicite, puisque beaucoup d'opérations de communication, la gestuelle, cette façon d'utiliser les contenus viraux est inspirée presque directement de la campagne, des campagnes d'Obama, même de la présidence d'Obama. On sait qu'il y a eu des consultants de chez Obama qui sont venus parler avec les équipes de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis il a reçu le soutien officiel au bout d'un moment de Barack Obama. Tout à fait, absolument. Et puis, mais il y a quand même des limites dans cette comparaison, parce que Macron se place dans une forme dans une continuité de représentation qui est tout à fait française et qui a trait à la République et même une République monarchique qui se place au-dessus. Cette expression, le président Jupiter, qu'on a énormément de mal à traduire. Tout le monde cherche qu'on utilise tous les jours. Et qu'on utilise tous les jours, mais les journalistes anglophones ont du mal à saisir le... Comment vous essayez de traduire du coup? Je mets jupitérien avec une longue explication pour dire ce que ça peut signifier, mais en cela, il se sépare un petit peu du président américain. On a l'impression quand même que tout lui sourit, puisqu'il y a encore 3 ans, personne ou presque ne le connaissait. Mais quels obstacles, d'après vous, pourraient l'handicaper, l'empêcher d'avancer? Et voilà. On est, même si la présidence a très bien commencé, on ressent une forme de légèreté dans un pays qui a été
touché par le pessimisme quand même pendant assez longtemps. On est dans une phase on est dans le début, cette phase de, comment dire... on prend ses marques. De prendre ses marques, beaucoup de popularité pour le président. Donc il va devoir faire ses preuves. On va voir comment il gère la contestation sociale qui est sûre d'arriver au mois de septembre, quelle sera l'envergure et comment le gouvernement de Macron va faire quand il y a une opposition dans la rue, parce que pour l'instant, il n'y en a pas dans le Parlement, mais elle va surgir quelque part. Et c'est en cela qu'il va se forger comme un leader aussi de combat de réforme. Et là, on va voir s'étoffer vraiment sa personnalité en tant que chef d'État. Est-ce que son rapport à la presse vous inquiète? On a vu déjà plusieurs tribunes de différents journaux. L'une a été signée notamment par le Figaro, qui critiquait justement son rapport aux journalistes. Je pense que ces critiques sont justifiées et elles sont très bienvenues, parce qu'on parle d'une administration qui est toute nouvelle, qui vient de s'installer et qui veut en quelque sorte modeler, former le discours de la presse. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, et ce n'est pas parce qu'on décide d'une séquence de réforme ou une séquence publique que les journalistes doivent forcément se tenir à ce que fait le gouvernement. Donc ce qu'on peut constater, ce qu'il y a d'inquiétant ou ce qu'il y a de maladroit, je dirais plutôt, c'est la façon de créer une situation de conflit avec la presse. En pointant le doigt vers la presse, en disant, alors que la presse, finalement, ce n'est que le miroir du pouvoir. Donc quand on pointe le doigt vers soi-même. Et puis par ailleurs, il y a eu, il me semble, une action en justice pour révéler l'identité de fuiteurs. Là encore, on est dans du maladroit parce que, d'une part, ça rappelle trop ce qui se passe aux États-Unis dans cette administration Trump très très tourmentée. Et puis, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de faire ça? Finalement, la réforme du marché du travail, on apprendra ce qu'il y a dedans, et il y a une volonté de contrôle. Ce qui se fait de beaucoup mieux, c'est qu'on est dans le storytelling, et le gouvernement sait que non seulement il doit mener des actions, mais après expliquer la réflexion qui est derrière. Donc ils sont beaucoup plus habiles à faire ça que ceux d'avant. Mais quand même, il faut faire attention que ça ne devienne pas un contrôle absolu sur la presse, parce qu'il y aura un contre-coup. Et enfin, j'aimerais avoir un bref commentaire de votre part sur la photo officielle d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez vue? On va pouvoir vous la montrer si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pu la rater sur les réseaux sociaux. Non, je voyais un commentaire qui me semblait assez juste. On est vraiment dans du... Oui, en quelque sorte, on est installé très très solidement avec les pieds sur terre et les bras sur la table. Et il y a beaucoup d'en même temps dans cette image. En même temps, on est à l'intérieur et aussi dehors. On est devant le drapeau français et l'européen. On est assis et debout en même temps. C'est à son image. Je pense que c'est une photo plutôt réussie. Et tout absolument dans la mise en scène. On imagine les centaines de photos qu'on précédait avant la sélection de celle-ci, parce qu'il fallait poser dans les différents endroits, peut-être dans le jardin, peut-être dans le salon. Et puis on est atterré entre cet entre-deux qui est à l'image du jeune président. Et ben voilà pour cette photo jupitérienne. Alors, merci beaucoup Nicolas Winokur. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée. Je vous invite quand même à lire le récit de Samuel Forêt dans les pages du Figaro d'aujourd'hui, qui est le rescapé d'une attaque à Mossoul, qui a notamment fait comme victime 2 journalistes français et un journaliste irakien. C'est un récit bouleversant. Et voilà, merci. Quant à nous, on se retrouve en septembre pour un nouveau numéro d'Interaction. Bonne journée.